Bonjour. Vous êtes les deuxièmes invités d'une petite habitude qu'on espère prendre à Canal Pourpre et qu'on appelle le samedi à Canal ou bien les samedis de Canal, je ne sais plus. Donc après la culture qui a démarré et qui est en grand danger en ce moment, on l'entend bien, la médecine qui est déjà en grand danger depuis bien longtemps, et à propos de laquelle on a souhaité vous entendre parce que vous faites partie des initiateurs d'un comité de défense, vous nous en parlerez un petit peu plus, du service public de santé et du médico-social du Bergeracois. Mais j'ai vu en me renseignant un petit peu ça existe depuis un moment et il y en a sur toute la France. C'est ça. Alors avant de démarrer, vous allez vous présenter dans l'ordre alphabétique. Luc Cadillon, à ma gauche, qui a enlevé son chapeau d'Amérique du Sud, qui est là en tant que militant pour... Mais pour le comité de défense du service public et du médico-social en Bergeracois. Je suis donc à la retraite. J'étais infirmier de secteur psychiatrique. J'ai fait mes études dans le service public et j'ai travaillé ensuite dans une institution qui s'appelle la Fondation John Bosch, que vous connaissez, qui n'est pas loin de Bergerac. Et j'ai eu en même temps des responsabilités sur le plan syndical. Et puis j'ai siégé dans les instances qui gouvernent la sécurité sociale. Je crois que j'ai même pas, il doit pas y en avoir beaucoup, mais j'ai participé, enfin j'ai été candidat aux élections en 1984. C'était la dernière fois qu'on a voté. C'est-à-dire avant les ARS. Voilà, que les salariés ont voté pour leur sécurité sociale. Et puis, donc j'étais d'abord à la CAF suppléant. Je voulais citer son nom, j'étais suppléant de François Viguera, pour ceux qui ont connu. Non. Qui était un militant de la CGT, qui était à la mairie, qui était responsable du syndicat de la mairie, qui était résistant. Il était réfugié espagnol, résistant. Et ensuite, donc j'étais son suppléant, et ensuite je suis passé à la caisse primaire, où j'ai siégé pendant de nombreuses années au niveau du département et de la région. Et puis voilà, puis à d'autres titres, j'ai été aussi militant associatif, et je me suis notamment penché sur des problématiques de solidarité politique et institutionnelle sur le continent latino-américain avec des peuples victimes de la dictature. Eh ben, c'est pas mal. Et à sa gauche, Thierry Larelle, vous êtes là en tant que quoi? Alors, je suis médecin. Je suis bergeracois depuis 1984, où je suis arrivé comme interne à l'hôpital Samuel Pozzi. À l'époque, on y restait toute sa carrière d'interne, donc j'y suis resté 4 ans. Ensuite, je me suis installé comme médecin généraliste en association à la CAT. Et depuis 12 ans, je fais de l'addictologie, toujours à Bergerac, encore pendant 1 an. D'un point de vue politique, j'ai un engagement dans un parti, donc je suis le secrétaire de section, et je suis également président de la Maison citoyenne de Bergerac. D'accord. La Maison citoyenne, on peut préciser? Alors la Maison citoyenne a été créée à la Tant qu'à faire, faisons de la pub. avec Fabien Ruet, du coup, à la suite des dernières élections municipales, où on s'était aperçu quand même qu'il y avait une grande ignorance de beaucoup d'habitants qui ne faisaient pas la différence entre la municipalité, la CAB. Donc on avait décidé de monter cette association pour présenter un peu les tenants et les aboutissants d'une politique. Faire de l'éducation à la citoyenneté. Hein. Voilà, exactement. Et donc, elle existe toujours. Elle est assez dynamique pour préparer les futures élections. D'accord. Bon, c'est plutôt intéressant d'avoir 2 personnes qui s'engagent à ce point-là.
Et Et moi, je fais partie, pardon, de l'association avec Luc depuis 2 saisons maintenant, où j'ai un rôle de conseiller médical, puisque parfois il y a des petites... Oui, oui, on a besoin des, bon, d'apprendre, de oui, connaître. voilà, Oui, c'est un il y a problème. des... comment dirais-je, des Donc, techniques ou des... oui, c'est ouvrir le champ de nos connaissances. Oui, voilà. Oui, c'est Il faut être un peu du milieu quand ce même sens-là. pour Bien sûr. préciser comment oui, ça marche et comment c'est perçu. oui, mais d'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça qu'on vous a invités tous les deux. Et moi, je pars de choses très concrètes pour expliquer pourquoi on a eu cette envie d'essayer de faire un peu savoir ce que ce comité défendait et pourquoi. Donc moi, je pars de constats, et j'en ai eu un autre aujourd'hui. Le premier, je prends l'exemple d'une vieille dame que je connais qui est installée à Bergerac depuis 4 ans, qui a pas mal de pathologies compliquées et qui n'a encore pas réussi à trouver un médecin référent pour s'occuper de l'orienter vers l'un ou l'autre des spécialistes qui pourraient être bons pour elle. Ou la prendre en Ça, charge c'est la, ou lui-même. voilà. Et donc ça, c'est la première chose qui m'a interpellée, sachant que personnellement, j'ai mis 1 an à retrouver un médecin après le départ à la retraite de mon médecin référent. Et la deuxième chose, j'ai lu aujourd'hui dans Le Monde qu'il y a une pénurie dans tout le pays d'un antipsychotique il n'y en a plus dans aucune pharmacie. Ce qui veut dire que, et c'est un truc qui s'appelle du Xeroquel, qui est fabriqué, j'ai appris, dans un laboratoire grec, et c'est un médicament qu'on donne à des schizophrènes ou à des gens qui C'est également un sont... thymorégulateur, Voilà. sans être Et psychopathe. ces gens-là se trouvent du jour au lendemain sans leurs médicaments, ce qui veut dire qu'ils peuvent décompenser, qu'ils peuvent se sentir très mal. Bref, ça fait partie des choses qu'on entend. On est en même temps dans un moment où ça va mal, tous azimuts, où les gens sont très anxieux parce que tout ce qu'ils entendent entre le climat, l'état de la planète, les fascistes qui se pointent partout, et voilà. Et en même temps, ils n'ont plus de gens pour se confier. Il n'y a plus de psychiatres, surtout dans notre secteur. Enfin, on a appris que Vauclair avait retrouvé 2 psychiatres. Oui, et même à Mais Bergerac. bon, j'ai une autre casquette. Je m'occupe d'une association qui reçoit les familles des détenus à Mozac. Et Mozac est quand même un centre de détention dont 80% des détenus ont besoin de soins psychiatriques. Eh bien, à Mozac, il n'y a plus un psychiatre, comment on peut appeler ça, installé pour s'occuper de ces gars. Il y avait une demi-psychiatre qui venait de Vauclair jusqu'à il y a quelque temps. Et là, j'espère qu'il va de nouveau en avoir un. Mais voilà, on est submergé par les problèmes. Et je voulais savoir si, par exemple, ces comités de défense qui se sont créés, j'ai vu un peu partout dans le pays. D'abord, je trouve qu'on vous entend pas beaucoup vous exprimer quand on est, vous allez peut-être me détromper, hein, quand on est un citoyen lambda, Bien sûr. ou alors où est-ce qu'il faut vous chercher et qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous avez des solutions à proposer, l'un comme l'autre, allez-y. Alors, si c'est des solutions, ça veut dire que ça résout un problème, c'est compliqué. On a des pistes de raisonnement. Des propositions, oui. Des propositions. La plupart des modifications qui peuvent être apportées sont au niveau national. Ça dépend des ministères. C'est politique. C'est politique. On est bien avant d'accord. tout. Oui. Donc, on peut influencer, on peut alerter, mais dire qu'on va faire une politique où on va recruter des médecins à tour de bras, c'est ce que j'avais dit dans un petit communiqué, il ne faut pas rêver, quoi. Toutes les villes sont à la recherche, les villes et les villages sont à la recherche de médecins généralistes.
on a beau dire qu'on a ouvert le numerus clausus, Numerus apertus. apertus, voilà. Mais enfin, l'apertus est quand même limité dans la mesure où, comme vous le savez peut-être, hein, la moitié de nos études se fait quand même au lit du malade à l'hôpital. Comme depuis des années, on a fermé des lits, comment voulez-vous qu'on augmente le nombre d'étudiants puisqu'il n'y a plus de patients alités pour qu'on Puis non seulement travaille. on a fermé des lits, mais le Covid est arrivé par là-dessus Voilà. et le personnel hospitalier En a plus. fui Mais- l'hôpital. Mais donc on ne peut pas ouvrir les portes de la faculté en grand parce qu'après, eh ben, on est dans un goulet d'étranglement. Vous savez, la visite à l'hôpital le matin hein, qu'on faisait, il y avait le professeur, il y avait les 2 chefs de clinique. Chaque chef de clinique a 2 internes et les internes ont 4 ou 5 externes. Il n'y avait On va 15 pas mettre personnes 10 au lit du externes. malade. Oui, il y avait beaucoup de monde dans la visite, effectivement. Donc, on voyait bien, si vous avez connu ça, qu'on ne va pas en mettre 10 fois plus. Donc, le concours est ouvert, mais les lits sont toujours fermés, et donc la formation ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est un peu une illusion. Bon, tout ça, c'est un peu pessimiste quand même. Non, mais c'est la réalité. Enfin, c'est pas forcément pessimiste, mais il ne faut pas croire que dans 10 ans, comme on l'a dit, il y aura des médecins partout. Enfin, Et en plus, personnellement, je pense que, après je te laisse parler, mais j'ai lu aussi que les jeunes qui finissent leurs études choisissent plutôt en majorité des spécialités s'ils peuvent sortir de l'internat que d'être généralistes. Oui, ça pose beaucoup de problèmes. Je vais d'abord répondre à la première question. Enfin, c'est pas forcément une question, mais on ne voit pas beaucoup. Oui, enfin, on essaie en tout cas de peser autant que faire se peut. Alors, comme moyen d'expression, alors on en a eu quand même d'une manière publique. Hein, Ah, tu parles du comité, oui, là. Oui, je parle de notre comité de défense. Je reviendrai sur le fond après. On a fait des communiqués de presse, je crois, depuis 2022, on doit être au 19e ou 20e, un truc comme ça, qui sont très peu repris par la presse, hein, je vais le dire comme je le pense, hein, très peu repris. On avait fait une action relativement forte quand il y a eu une menace de fermeture de la maternité à Bergerac, qui avait porté ses fruits, puisqu'ils sont un peu revenus en arrière quand même. Hein, donc, alors après, on représente le poids qu'on représente. C'est un comité de défense qui est récent, hein, il a 3 ans. On est pas tout à fait 60 adhérents, et on essaie de travailler. Mais de travailler, comment dirais-je, nous, c'est pas le fait qu'on nous voit, c'est surtout qu'on arrive dans notre esprit à mener une bataille tous ensemble. C'est-à-dire que les élus qui sont, alors pas responsables directement de cette politique de santé, mais qui s'en saisissent. Alors, je dis pas responsable directement, mais indirectement aussi, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, à travers les créations de centres de santé, tout ça, il y a une partie de l'argent public qui va pour essayer d'éponger les carences, et qui en fait ne résout rien du tout. Mais nous, c'est là qu'on veut mener le débat, parce que on a vraiment l'impression que la politique de santé qui est menée, pas d'aujourd'hui, depuis, on va dire qu'il y a eu un grand basculement dans les années 2000, eh bien, fait en sorte que tout s'en va. Et c'est pas que la problématique du nombre de médecins formés. Après, avec le numerus apertus, en fait, je vais compléter ce que vient de dire le docteur Larel. C'est au niveau des régions maintenant, c'est-à-dire dans les universités formatrices, c'est là qu'ils mettent le boulot. Donc, il faut repenser effectivement sur la psychiatrie. J'espère qu'on aura l'occasion d'y passer un petit moment, mais il y a différentes problématiques. En gros, la santé, elle est traitée d'une manière économique et non pas d'une manière humaniste. Or là, la première problématique, c'est ça. On considère que ça coûte trop cher. C'est incommensurable. Et c'est pas d'hier. Moi, je rappelle le plan Juppé 96, hein, quand ils ont commencé déjà à modifier le financement de la sécurité sociale, puisque la santé, c'est payé par la Sécu. Oui. Cette année, 80e anniversaire de la création de la sécurité sociale, Croizat à la Roque. Hein. C'est pas rien quand même. Hein. Ça a permis à des gens de se soigner, hein, mais vraiment de se soigner, à des familles de pouvoir éduquer et élever leurs enfants, et aux vieux travailleurs
de pouvoir vivre d'une manière décente le peu de temps qui leur restait à vivre. Donc tout ça, c'est remis en question. Et nous, on est là pour faire comprendre aux citoyens et aux élus qu'on a tout intérêt à mener des luttes ensemble pour changer. Parce que, petit à petit, si on regarde d'une manière un petit peu approfondie les budgets de la sécurité sociale comme ils sont distribués, eh bien, je veux dire, c'est effarant. Les hôpitaux ont de moins en moins d'argent, et c'est ce qu'on appelle la médecine de ville, c'est-à-dire le privé lucratif qui lui, ramasse la mise. Il y a des enjeux considérables. Le budget de la sécurité sociale, c'est plus que le budget de l'État. Et donc, ça se répercute sur le fonctionnement, y compris des hôpitaux. Alors oui, parce qu'il y a eu cette fameuse tarification à l'acte, c'est-à-dire que, enfin, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le truc, j'ai cru comprendre en gros que on dépense un argent fou pour tout ce qui est l'administratif et que les hôpitaux sont gérés plutôt par les administratifs que par les médecins. Maintenant, alors, oui, d'une part, ce qui a changé, c'est en 2006, on a changé la gouvernance, puisque il existait des conseils d'administration, hein, on les a changés en conseils de surveillance. Donc ça, déjà, avec la création d'abord des ARH puis des ARS, on a transformé l'organisation du pouvoir hospitalier, c'est clair. On a sorti le pouvoir qu'avait le président de CME et le conseil d'administration et le maire. Le maire de la commune dans laquelle était l'hôpital était président du conseil d'administration. Maintenant, il est président du conseil de surveillance. Alors, bon, pour les gens, ils vont dire, c'est pas grave, c'est juste un problème de mots. Mais non, c'est pas pareil, puisque le conseil d'administration prenait des décisions. C'est ça. Alors que le conseil de surveillance, lui, on lui donne un constat, on lui donne un bilan, on lui dit qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est uniquement un questionnement consultatif. Donc, ils n'ont aucun poids. Et nous, on demande, on a rencontré 2 fois avec notre comité, le maire de Bergerac, en lui demandant de peser dans le conseil de surveillance et de poser des questions et de faire en sorte que... Parce qu'on ne peut pas, d'une manière publique, dire oui, on défend la santé, on veut que... et puis, en même temps, il faut que nos actes, ils soient en conséquence. C'est très grave, cette mainmise étatique du pouvoir. Alors, il faut faire attention, parce que moi j'ai un côté un peu jacobin en même temps. Il faut qu'il y ait des lois qui soient communes, et notamment au niveau de la santé sur l'ensemble du territoire. On peut les décentraliser, comme c'était fait avant avec les DRAS et les DAS. Hein. On avait un fonctionnement qui était toujours à parfaire, mais qui était quand même mieux organisé. Aujourd'hui, c'est le gouvernement, enfin le ministre de la Santé, qui commande au directeur des ARS. Ils ont rang préfet de région, hein, les directeurs des ARS. Ils sont uniquement, ils rendent compte au ministre, c'est tout. Hein. Je veux dire, personne ne peut aller leur dire, les contredire. C'est sûr que les DAS et les DRAS pouvaient adapter la politique en fonction des réalités locales. Bien sûr, voilà, et y compris sur le plan financier. Ils avaient les possibilités. Aujourd'hui, c'est l'ARS qui va, que ce soit pour la psychiatrie, la médecine générale, pour la chir, pour la psychiatrie, le médico-social, ils prennent les décisions tout seuls. Et en même temps... Avec, si j'ai bien vu, une ministre qui a une maîtrise en droit des affaires. Ministre de la Santé, Madame Vautrin. C'est super, elle connaît bien le monde médical. Voilà, c'est l'argent. Après la gestion. Je ne sais pas combien de temps on a, mais on pourrait y passer 24 heures chrono et puis on ne s'arrêterait pas. Et je pense qu'on n'aurait pas fait de tout, tellement il y a des problématiques et qui, comment dirais-je, qui se croisent, en fait, qui se recoupent. Hein. Si vous prenez, que ce soit la psy, le médico-social, tout ce que vous voulez, ça va revenir en fait à une problématique de philosophie politique, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on traite ça à travers l'argent ou est-ce qu'on traite ça à travers l'humain? Et ça, il faut faire des choix. Et le choix qui est fait, c'est pas qu'actuellement malheureusement, hein, c'est depuis plus de 25 ans maintenant, ça a été de le traiter par le choix financier. Et en disant, alors moi j'en veux, je tords la tête souvent. Quand Juppé il crée la CADES, il institue le Fonds de la sécurité sociale. La CADES, alors, c'est une caisse de compensation qui reprend la dette de la sécurité sociale. La caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont créé comme déficit de la sécurité sociale va à la CADES, et la CADES est chargée, est chargée de le financer, ce trou.
pour le rembourser. Et donc, ils ont institué la CRDS, qui est payée uniquement par les salariés. La CRDS, elle n'est pas payée par les employeurs. Les cotisations de sécurité sociale, quand la Sécu a été créée, les cotisations ont été payées par l'employeur et par le salarié. C'est ce qu'on appelait un salaire différé. Maintenant, aujourd'hui, ça représente, à travers la CSG et la CRDS, c'est quasiment, on doit être à 54% de cotisation et 46% d'impôts. Mais c'est pas pareil quand même. Il y a une grosse différence. Parce qu'en fait, 80% de l'impôt, ben, c'est le monde du travail. Donc, ce qui veut dire que les employeurs, eux, ben, ils continuent pas. Ils se font de plus en plus d'argent en évitant de payer les cotisations. Sans compter les exonérations. Vous savez, les exonérations ont été, je veux dire, décuplées. Hein. Aujourd'hui, c'est 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales. Hein. Donc, on a organisé le trou. Et c'est la CADES qui est chargée et puis, de refinancer. Puisque tu parles de milliards, il faut dire que le déficit de la Sécu, évidemment, quand on nous le présente, il fait plusieurs milliards. Mais si c'était rapporté au budget, ça fait que comme une famille est à découvert 2 jours par mois. Ah non, mais bien sûr. Mais en même temps... Donc on parle de milliards, tout le monde dit, oh là là. Bien sûr. Voilà, c'est comme si toutes les familles étaient endettées, enfin, étaient à découvert à la banque que 2 jours par mois. Donc malgré tout, il faut relativiser. D'accord. On vit pas non plus sur un train de vie. Non, mais bien sûr, mais ça permet de faire une pression sur l'ensemble du monde du travail. Et le fait de créer ce... Moi, je me rappelle, pour les 70 ans de la création de la Sécu, donc c'était il y a 10 ans, j'étais président de la Caisse, et je me rappellerai toujours le directeur de la Caisse, qui est nommé par la CNAM, par la Caisse nationale. Dans la première de ses interventions, c'était le trou de la Sécu. Hein, ça faisait rigoler tout le monde. Bon, j'ai eu la chance, j'étais là. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument anormal pour les assurés sociaux qui ont cotisé toute leur vie, et pour certains, peut-être pas tous, mais qui constatent quand même cette gestion aberrante qui n'est fait que pour le privé. Comment dirais-je, on pourrait, parce qu'il faut faire attention, hein, les frais de gestion de la sécurité sociale, alors suivant les branches, hein, mais pour l'assurance maladie, c'est 4% de frais de gestion. 4% de 4% quoi? Du total du montant. Quand vous avez un budget de 100, d'accord. vous avez 4 de frais de gestion. Pour la gestion. Les mutuelles, c'est entre 20 et 25, voire plus. Hein. Donc quand vous mettez 100 € dans une mutuelle pour payer la cotise, ben vous savez qu'il y en a un cinquième ou un quart qui part pour la publicité, pour ce qu'ils appellent les frais de gestion. L'assurance maladie, c'est 4%. C'est pas assez 4%, hein, parce qu'il y a un manque de personnel criant, et c'est absolument pas normal. Hein, ça pourrait au moins augmenter de moitié. Mais on a un outil qui pourrait être fonctionnel, qui est complètement décentralisé. À Bergerac, par exemple, vous avez l'antenne de l'assurance maladie, qui peut rendre des services à la population, et on ne leur donne pas les moyens. Tout ça pour faire des économies, et qui sont redistribuées où? Alors, soit c'est des exonérations de cotisations, alors, et toutes les entreprises en profitent, il faut faire attention, hein, mais notamment les plus grandes, forcément, et bien, c'est ce qui crée aussi le manque de financement, et ce qui crée aussi, ben, c'est des fermetures de lits, les conséquences, c'est des salaires des personnels qui ne sont pas suffisants, parce qu'il faut aussi parler des personnels qui travaillent dans le secteur hospitalier et médico-social. Moi, j'avais fait une étude il y a 2 ans, là, maintenant. Ils ont perdu, depuis l'année 2000, en pouvoir d'achat, ils ont perdu 30%. C'est-à-dire qu'une infirmière, une aide-soignante, une femme d'entretien... Ah, j'ai vu le salaire mensuel d'une aide-soignante qui commence, c'est 1 537 €. C'est au SMIC. Et après 3 ans, elle passe à 1 790. Après, avec ça, horaires, plus les horaires. Alors, bien sûr, le matin, le soir. Et c'est aussi, il y a une non-reconnaissance de la qualification, parce que vous savez, bon, moi j'ai été 40 ans dans ce milieu, donc je connais bien, la formation des soignantes telle qu'elle était dans les années 80, on va dire, et telle qu'elle est aujourd'hui, elle est complètement différente. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent dans les IFAS, dans les écoles des soignants, qui ont bac plus 2, hein, parce qu'ils trouvent rien. Il n'y a rien ailleurs, d'autre. hein. Ils trouvent rien ailleurs. Hein. Après, Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, pour l'hôpital, évidemment, que je
pense que c'est au moins 80% du budget de l'hôpital, c'est pour payer des salaires. Donc effectivement, à chaque fois qu'il y a des économies à faire, c'est facile de dire qu'il faut supprimer des emplois. Oui, parce qu'à Sauf côté de que- ça, Sauf- il y a quand même un truc qui, pour le commun des mortels, est difficile à comprendre. Mais ça existe depuis longtemps, puisque c'est le fait qu'à l'hôpital, il y ait des lits privés et des lits publics. Il y ait toujours ces fameux dépassements d'honoraires, même dans des lits d'hôpital, puisqu'il y a du secteur privé. Ça, c'est compliqué à comprendre. Ah ben, c'est pas compliqué à comprendre, ça ne devrait pas exister du tout. Ben Il y a oui. des services Non, mais à un moment donné, ça a été institué parce que les médecins partaient de l'hôpital pour aller dans le privé. C'est ça. Donc c'était aussi un moyen. De C'était une les cote mal garder. taillée en disant vous gagnerez moins que dans le privé, mais plus que dans le public, et vous continuez à travailler dans le public quand même. Disons que c'est de l'adaptation à des situations à un moment donné. Actuellement, bon, il y a plus de médecins qui sont tentés par le salariat et donc l'hôpital. Peut-être que ça peut être modifié. Mais à un moment donné, ça répondait à une nécessité, autrement l'hôpital aurait été déserté encore plus par les médecins. Enfin, ça ne répond pas à une nécessité, c'est un choix politique qui a été fait. Moi, je considère que le service public, c'est le service public. Après, la problématique, c'est pourquoi les médecins du service public sont sous-payés par rapport au privé. Moi, la question que je pose, elle est là. Voilà. Si vous prenez un médecin urgentiste, par On ne va exemple... pas laisser finir. Ah, mais oui, Mais ça avait été ma chronique en disant qu'effectivement, dans les services d'urgence, il n'y a plus de médecins parce qu'ils ont intérêt à être vacataires et remplaçants parce C'est ça. qu'ils gagnent plus que s'ils avaient un statut de praticien hospitalier temps plein. Donc, ma conclusion, c'était de dire il faut augmenter les salaires des médecins qui travaillent à temps plein, qui vont rester sur place, qui vont avoir leur Absolument. famille sur place et qui vont participer à l'économie locale, plutôt que d'avoir des mercenaires qui viennent faire des gardes de 24 heures, 48 heures, qui prennent le jackpot à Noël au premier de l'an avec des gardes à 1000 ou 2000 euros la journée, et qui après s'en vont parce qu'ils ont un train ou un avion à prendre. oui, ça c'est Donc- pour les urgentistes, mais Oui, mais par rapport aux dans autres, tous les autres services, hein, puisque par rapport il y a aux une grille autres, des médecins. il ne devrait pas y avoir de lits privés à l'hôpital public. Moi, s'ils veulent avoir des lits privés, ils vont dans Ouais, mais ils créent il a un peu établissement privé. répondu. C'était où ça, où il n'y avait plus de médecins à cette l'hôpital époque-là, à cette public. époque-là. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'était un choix politique pour privilégier et pour permettre une sorte de descente aux enfers progressive du service public hospitalier. Ça a été pensé. C'est une cote mal taillée. Ça n'a pas été une réponse à un besoin sociétal. Ça a été comment dirais-je, une prise de décision politique pour favoriser le privé lucratif au détriment du public. Comment vous pensez? Enfin, c'est arrivé à beaucoup de gens. Quand vous allez à l'hôpital public, vous demandez une consultation à l'hôpital public, ne serait-ce que par téléphone, on vous demande, ah oui, mais si vous voulez le voir dans le privé, Oui, c'est ça. demain, la consulte. Oui. Si c'est dans le public, c'est dans Dans 8 3 jours. mois. Donc vous comprenez bien que ça, ma conception du service public Ouais, mais fait que peut-être on ne devrait que- pas avoir ça. Peut-être que vous êtes trop idéaliste. Eh ben heureusement, parce que si personne n'est idéaliste dans le monde aujourd'hui tel qu'il fonctionne, on est mal parti. Hein. Et ensuite, je voulais... Alors, justement, j'ai une question. C'est plus l'hôpital, mais j'ai appris aussi que dans ces centres de santé, qui sont une solution proposée depuis quelques années dans les petites villes, même partout d'ailleurs, où les médecins sont salariés. Et on les attire comme ça, ils n'ont pas de frais d'installation, etc. J'ai appris qu'ils ne pouvaient pas être en CDI. Que c'est, par exemple, on m'a parlé du centre de santé Bellegarde, le statut c'est CDD. Alors, C'est une juridiquement, fausse information. alors moi, le peu que j'en connaisse du fonctionnement d'un centre de santé, rien n'interdit de faire un CDI. Après, il doit sûrement y avoir une négociation avec les médecins qui viennent y travailler, qui peut-être vont s'engager pour 4 ans, 5 ans ou comme ça, et ils vont préférer. Mais sur l'aspect juridique, les centres de Il n'y a santé rien qui dit sont que habilités à signer- CDIser les... oui, bien sûr. Alors, je ne connais pas bien la fonction publique, mais il est possible Si. que, compte tenu de leur salaire, ils sont hors grille. Je
pense que les indices... Non, ils ont des grilles, Ils ont une grille spéciale, les médecins. Oui, Parce bien que sûr, c'est des oui, cadres oui. Ils ont des qui gagnent plus, financements... que le cadre qui travaille à la mairie. Enfin, je ne sais pas exactement. Ah non, c'est pas du tout basé sur... Enfin, Non, mais il y a sûrement des grilles de la fonction en- publique, mais après, il y a aussi une liberté de travail dans le milieu médical. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il est possible que pour certains, ils préfèrent dire, voilà, moi, je veux bien rester 6 mois, 1 an ou 2 ans, et puis après, j'ai envie de faire autre chose, donc je préfère avoir un CDI. Mais juridiquement, il n'est pas interdit à un centre de santé, puisque il y a, comment dirais-je, une habilitation juridique. Hein, donc, il n'y a aucun sujet, c'est comme pour tout établissement. Mais vous savez, dans l'hôpital public, il y a beaucoup de personnes en CDD, malheureusement. Oui, bien sûr, bah oui. l'hôpital public. Surtout aujourd'hui. Après, à Bergerac, dans les médecins qui y sont, il n'y en a pas beaucoup qui sont à temps plein. Hein. Oui, parce que souvent, ils font ce choix-là. Vous avez à peu Il y a 6 près... médecins d'inscrits sur les plaques, mais je crois que ça représente à peine 3 équivalents Un temps peu, plein. un Hein. peu plus, je pense, non? C'est plus Oui, oui, parce que... Attends, tu parles du centre de santé à de Bergerac, oui. Bellegarde. Bellegarde. Oui, Oui. d'accord. Non, Oui. parce que 6 médecins pour Bergerac, ça me Ils ne paraît... sont pas à temps plein. Hein. La plupart Ouais. sont... Non, je crois qu'il y a un petit peu plus de 4 TP équivalent temps plein. Oui. Un petit peu plus. Mais alors, on continue à faire venir des médecins européens. Parce que moi, j'ai entendu Oui, des gens se beaucoup, plaindre oui. qui ne comprenaient pas ce que leur disait Théoriquement, le il y a, médecin. c'est théoriquement, possible, il y a un c'est examen ça. de langue hein, avant d'être autorisé par le Conseil de l'ordre pour s'installer. Théoriquement, je Ça, pense. Ça Très fait partie théoriquement. de compréhension mais- de la langue. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Le problème, il est extrêmement important alors, concernant les médecins. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est bien le numerus clausus. Mais c'est bien les médecins qui ont demandé le numerus clausus quand même. Hein. Je pense que tu vas pas me contredire là-dessus. Hein. C'est après 68, quand Voilà, mais... on a tout ouvert. Moi, je me sens pas responsable de ce qu'ils ont demandé à l'époque. mais Je bon, pas dit ça. c'est là pour- aussi, ça a Non, évolué. hein. Non, mais je sais bien. Oui. Oui, mais sauf qu'ils viennent de là. Ils viennent de là. Parce qu'ils ne voulaient surtout pas que tout le monde Oui. puisse se faire médecine. Et à ce moment-là, la société a fait un blocage et s'est organisée comme ça. Mais peut-être que aujourd'hui- d'ailleurs, la connerie qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est que ce numerus clausus, a été jugé capable de rentrer dans un cursus pour faire de la médecine, le mec qui était le meilleur en physique ou en chimie. Oui, sûrement. Et à partir de là, on a commencé à dire que c'était des études déshumanisées. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'ils fassent un peu de philo, Les un peu de sciences psycho, humaines, parce que... ouais. Et, Oui, non, et mais c'est maintenant, sûr. on en est à parler de médecine narrative, parce qu'on s'aperçoit que on Écoutez. s'est éloigné de tout ça. Oui, il y en a pas Écoutez. beaucoup. C'est surtout le fait que les pouvoirs politiques n'ont pas voulu former le nombre de médecins en fonction de l'évolution de la population. Oui. Et qu'ils ont pensé sur le plan économique, ça reviendrait moins cher, on ferait faire des économies à la société s'il y avait moins de médecins, comme ça les gens Mais ils iraient moins voir le médecin. C'était Chirac. Ah hein. oui. S'il n'y a plus de médecin, il n'y aura plus de malade. Hein. Tout à fait. Ça avait été Ah ça. ouais. Et Mais petit- oui, non, mais c'est même avant, l'histoire- ouais, oui, mais c'est avant, l'histoire des Chirac. infirmières aussi. Les infirmières, il y avait trop d'infirmières. Un an après, on faisait venir les infirmières d'Espagne parce qu'on s'était rendu Oui. compte que malheureusement, il n'y en avait pas assez. Quoi. Enfin, la politique, c'est prévoir. Hein. C'est pas de prendre des coups. Sauf que pour les immédiatement. infirmières, voilà, on informe plus facilement. Oui. Il n'y a pas de numerus clausus, en tout cas, il n'y en a pas. Non, mais enfin, ça fait partie officiellement des décisions déclaré. qui sont prises politiques. Vous pouvez Mais, partir en retraite, vous pouvez partir en retraite. Ah mince, il y en a trop qui sont partis, maintenant on en manque. Alors, En tout cas, le problème des médecins ne sera réglé que par une formation. Alors, il faut 10 ans pour les former, donc ce qui veut dire que plus on recule, moins on aura de chances d'en avoir un petit peu plus, mais ils prennent aussi comme particularité, à partir de la démographie, ils se disent, voilà, parce qu'avec les courbes démographiques, vous savez très bien combien vous aurez de population, y Oui, mais compris c'est dans pareil telle pour région, de l'école, tel âge. mais C'est exactement pareil. Donc ils veulent pas prendre ces responsabilités-là, et il serait bien que qu'un gouvernement un jour prenne cette décision politique et de financement de l'ensemble du système de santé en fonction des besoins et sur les critères de démographie qu'on puisse former le nombre de médecins dont on aura besoin comme ça petit à petit.
Parce que boucher les trous comme il les bouche avec des infirmiers de pratique avancée, des choses comme ça peut servir d'une manière temporaire à réguler certaines problématiques, mais pas tout. Sinon, on va continuer à dégrader notre appareil de santé publique. Parce qu'en fait, c'est là C'est que comme ça les pèse. sages-femmes qui deviennent gynécologues. C'est ça, voilà. Attends, Philippe voulait poser une question, Pardon, je Donc, crois. une question très pratique, enfin une question pratique et puis une question sur la position du collectif. Est-ce que vous avez les chiffres du nombre de médecins par habitant dans le Bergeracois et par rapport à la moyenne du département et de la France, on se situe à quel niveau? Et une question plus générale par rapport aux médecins, au recrutement. C'est l'État français qui paye les études des médecins, oui d'accord. Comment se fait-il que l'État... Enfin, est-ce que vous avez une position sur, pas une mesure coercitive, mais quelque chose qui obligerait les médecins à plus d'égalité territoriale et aller partir comme les profs partent dans le Nord ou dans la couronne parisienne pour s'installer? Il Qu'est-ce me que vous semble pensez qu'au de ça? niveau national, c'est 3,2 médecins pour 1000. Non, Quelque c'est 8, chose comme c'est 8, ça. 8, Ah 8, bon 8,3. Ah bon, d'accord, bah, c'est mieux. Et en Dordogne, on est en dessous. Alors, j'ai noté ça par là. Mais en gros, hein, Parce qu'il faut Non, compter les internes aussi, peut-être. Ah non, on compte que les médecins. on compte installés, que les hein. médecins, alors que les médecins diplômés Oui, et déclarés à taisés, l'ordre. oui, ceux qui sont inscrits au Conseil de l'ordre. Voilà, c'est ça. Ils sont. Pour être inscrit au Conseil de l'ordre, il faut avoir sa tête, Ah. pas les remplaçants. Je crois que en Oui, alors maintenant, 24, ils ont il y avait 199 Il y a 000 un beaucoup- truc alors, comme ça. médecins inscrits à l'ordre. C'est pas vraiment répondre à la Chose comme question. ça. mais Il y a, il y a beaucoup de médecins thésés qui ne s'installent pas. Aussi, bien. Alors, quand on voit le nombre des médecins, on dit il y a assez de médecins en France si on compte le nombre de diplômes. Mais il n'y a pas assez de médecins qui se sont réellement installés. Mais qu'est-ce qu'ils font s'ils ne s'installent pas? Alors, soit ils changent de voie, ou alors, là, une des mesures, à mon avis, quand même coercitives, qui serait la bienvenue, c'est d'obliger les médecins thésés à s'installer obligatoirement, par exemple, dans les 3 ou les 5 ans qui suivent leur diplôme. Leur thèse. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont médecins remplaçants Oui, c'est vrai. habituels, où c'est quand même beaucoup plus confortable parce qu'en 15 jours de travail, ils gagnent autant que le médecin installé, puisqu'ils n'ont pas la charge du secrétariat, ils n'ont pas les locaux, ils n'ont pas de charge. Donc il y en a qui travaillent à mi-temps, du coup, en vivant confortablement, comme le médecin qui remplace. Ouais, ouais. Donc il faudrait En peut-être tout cas, là ils font comme ça mesure pendant quelques coercitive. années. Alors après, les autres mesures coercitives, en disant, puisque c'est l'État qui paye, mais enfin, je crois que l'État paye les études de tout le monde. Enfin, l'architecte, c'est bien l'État qui lui paye ses études. L'avocat, c'est quand même Il y a moins de problèmes. Ils n'ont pas la même Il y a suffisamment fonction dans la d'avocats pour société, tout. quand même, Oui, hein. c'est ça. Mais alors, Non, mais pourquoi est-ce que les profs... alors en Allemagne, ça a été fait. Apparemment, ça n'a pas bien marché. Ok. Ensuite, bon, alors, le travail des internes actuellement, vous savez, tous les 6 mois, pendant 4 ans, ils déménagent. Parce qu'il faut qu'ils changent d'hôpital. Donc ça, pendant 4 ans, tous les 6 mois, vous déménagez, c'est quand même pas très confortable. Ça veut dire qu'ils ont entre 26 et 30 ans. Après, leur dire, bon, maintenant, 30 ans, vous allez aller vous installer 1 an dans un trou perdu parce qu'il n'y a pas de médecin, donc vous avez 31 ans, et après, vous faites ce que vous voulez. Ça fait long quand même pour choisir sa vie, il y en a quand même qui sont mariés, qui ont des enfants, c'est un peu maltraitant quand même de dire, vous allez déménager sans arrêt. Après, de dire que vous n'avez pas le droit de vous installer dans une zone surpeuplée, c'est pas la même chose que dire vous allez vous installer là. Ça, vous voyez, on peut prendre des mesures Oui, qui mais laissent quand même un certain oui, oui. libre choix. Il faut. Et dire absolument, maintenant, oui, vous oui. êtes diplômé comme dans le temps à l'armée, quoi. Vous êtes reçu, vous êtes reçu le premier, choisi un poste, et le dernier, il va là où il n'y a pas de médecin militaire. Hein. Moi, j'ai Alors, connu ça. À ce propos-là, j'ai quelqu'un de ma famille qui est médecin, qui a dans la cinquantaine, 50 et quelques, Jeune encore. généraliste. Et alors lui, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on veut faire peser ça sur les jeunes qui sortent des études? Pourquoi est-ce que les gars de son âge, lui, il a un cabinet à Bordeaux, et il dit, il y a un moment où on en arrive
vers 55 ans à se dire si on me proposait d'être salarié pendant quelques années à la campagne, je changerais bien de vie et peut-être qu'au lieu de faire peser ça sur les jeunes qui sortent de la fac et qui ont pas forcément envie d'aller à la campagne, surtout s'ils ont une jeune femme qui aime bien faire les boutiques ou je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que ça serait pas c'est une bonne idée. Il peut y avoir des choses, mais il faut quand même qu'on ait une réflexion globale sur comment fonctionne notre société. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord quand vous parliez des enseignants, eux, ça leur a imposé. Hein. Moi, ma fille avait une de ses copines d'école, elle est partie en région parisienne, et dans des conditions extrêmement difficiles, des jeunes, juste diplômés en plus. Le pire, c'est ça. Nous, on est partis dans le Pas-de-Calais, on a adoré. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce système. Je préférerais que, sur le plan, on pourrait le faire régionalement, où il y a des centres de formation de médecins, dans les facultés, de dire, voilà, les zones sous-dotées, elles sont là, et on vous propose 2 ou 3 postes, vous avez le choix, mais en même temps, et que ça corresponde aussi avec, je ne sais pas comment on va dire, mais la zone d'influence culturelle de la personne. On ne va pas envoyer quelqu'un à Metz s'il a été formé au CHU à Bordeaux. Bon, il ne faut pas être idiot. Mais c'est ce qui se passe avec l'internat maintenant. Non, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il n'y a pas d'obligation. Et si on regarde les lieux d'installation des jeunes de médecins, mais même si on prend un exemple, j'ai vu un papier il n'y a pas longtemps, sur les Landes, où il manque de médecins traitants dans les Landes. Oui, mais c'est pas au second, hein. Si vous allez dans les PA, par exemple, si vous allez dans l'arrière-pays, là, dans la Soue et tout ça, vous allez trouver personne. Mais si vous allez à Biarritz, Anglette ou je sais pas où, là-bas, vous n'aurez pas de problème. Donc il y a un problème de lieu d'installation. Moi je dis, alors, ça leur fait pas plaisir à certaines, peut-être, mais nous on est là pour défendre l'intérêt du service public et l'intérêt des assurés sociaux. Donc il faut qu'on le dise. Moi, je suis contre la coercition, c'est évident. Mais il faut quand même que dans les propositions qui soient faites, il y ait une utilité publique. Moi, j'ai été infirmier, on n'avait pas de contrat. Mais vous avez des hôpitaux aujourd'hui, quand ils forment leurs infirmiers, dans les instituts de formation infirmiers, dans les IFSI, ils leur payent une partie des études, et du reste, il y a des départements, certains départements qui vont servir les toubibs, qui leur donnent une aide, et en contrepartie, ils s'engagent. Il faut faire comme ça. Comme le concours de l'enseignement, pour l'agrégation, tu t'engages 5 ans. Après, il faut vraiment que nous allions tous ensemble vers des solutions qui soient beaucoup plus pragmatiques pour répondre aux besoins. Quand vous disiez, j'ai retrouvé le nombre de médecins. Alors, on a ce qu'on a, parce qu'avant, je me rappelle quand j'étais dans l'assurance maladie, j'avais fait faire des études avec difficulté, mais ils les avaient faites concernant les médecins, les dentistes, les infirmiers, les masseurs kinés, au niveau du département, avec différentes stades concernant l'âge, la domiciliation, tout ça. Et c'était effarant. À l'époque, il y avait 20% de la population qui n'avait pas de médecin traitant. J'ai lu le même chiffre, moi. 20%. C'est pas à l'époque, c'est sauf que j'ai redemandé à voir, et maintenant, hop, on ne fait plus ça. Il y a des stats nationales, et dans les stats nationales qui sont agrégées, parce que c'est vrai que l'assurance maladie récupère toutes ces informations-là. Donc c'est agrégé, mais vous n'avez pas le détail. Vous allez avoir sur le département, mais pas sur le détail. Moi, je savais que le médecin à Villamblar, il y en avait par exemple 3, donc 2 qui avaient plus de 50 ans, ou plus de 60 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Quand vous voulez prendre une décision politique, de dire que dans 10 ans, là, dans cette localité, il y aura personne. On a les statistiques du Conseil de l'Ordre qui vont... Oui, mais qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas détaillées par département et par commune. Ça, moi, j'ai jamais trouvé. Il y a des stats, effectivement, mais qu'il faut recouper avec d'autres. Et in fine, moi, je ne retrouve pas ce que j'avais demandé à faire l'assurance maladie et qui maintenant ne veut plus le faire. Alors, peut-être pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques. Parce que ça va mobiliser 2 ou 3 personnes pendant 2 ou 3 jours, et comme malheureusement on leur a supprimé, ils ont fait comme dans la fonction publique, l'assurance maladie. C'est scandaleux, hein. C'est un départ à la retraite sur 2, hop, supprimé. Donc ce qui veut dire que les gens, y compris les cadres sup, hein, sont y compris en souffrance, hein, ils n'ont plus la possibilité de faire leur boulot. Aujourd'hui, ce que j'ai trouvé, moi, il y a 339 médecins généralistes sur notre département.
Mais je suis incapable, j'ai pas, moi j'ai des vieux chiffres de 4-5 ans, donc je ne vais pas les dire ici, de dire où ils sont exactement. En tout cas, il y Il y en a manque plus au moins... à Périgueux centre-ville. Oui, mais C'est pareil, c'est bon, saturé, Périgueux. Hein. il y a 224 spécialistes, mais comment on peut dire ça? Il manque Thierry. et des généralistes et des spécialistes, et absolument Ouais, des spécialités. Moi, ce que je peux dire, c'est que je me suis installé en 88, on a toujours été 30 médecins généralistes sur Bergerac. Ça n'a pas Voilà. bougé. Non, 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 à l'époque. Oh là là. Vraiment optimiste. Non, on était toujours une trentaine. Il y en a un qui partait, qui venait, jusque dans les... il y a 10 ans, quoi. Où là, moi, quand je suis parti, je pense qu'au minimum, ils ont été 15, quoi. De 30, on est passé à 15. Et il y avait des médecins à Creil, il y a toujours, il y avait des médecins à La Force, il y avait des médecins à Clignorieux, Ah bah oui. il y avait des médecins à Imé, il y avait des médecins à Issy-Jacques. Oui, il y en avait partout. Là, maintenant, voilà, on était 30 plus toute la périphérie, on n'y allait pas, quoi. Donc voilà, alors on est passé de moitié, donc la population a quand même augmenté depuis 88. Donc effectivement, c'est notoirement insuffisant. Enfin là, tout le monde peut le constater. Et on n'a pas encore parlé, et on va pas avoir le temps d'ailleurs, du problème des urgences, où maintenant c'est régulé par le 15, et où au bout du 15, vous n'avez pas forcément une chance d'avoir un médecin au téléphone, vous avez un régulateur. Donc, puisque quand on pense qu'on a besoin d'aller aux urgences, évidemment, on pense plus maintenant puisqu'on n'a plus de médecins, mais on s'imagine que on appelle le 15 et puis que le 15 va vous dire allez-y, ben non. Il y a un filtre, ça On c'est filtre. sûr. Donc vous Alors. avez, je vous donne un exemple, vous avez 80 balais, vous tombez, vous vous pétez 2 côtes, vous êtes toute seule, vous appelez le 15, on vous dit ben, restez chez vous, ça va passer. C'est ça. On n'a plus d'ambulance. Ça, c'est arrivé il y a une Oui, semaine. bien sûr, mais c'est partout, dans tous les départements. Hein. Oui. Oui, les urgences, elles subissent directement, de plein fouet, je dirais, c'est cette politique de financiarisation. Et on a fermé des services, on a fermé des lits, y compris en amont. C'est-à-dire que les médecins urgentistes, ils ne peuvent même plus mettre des personnes en hospice, puisque on a fermé les lits. Il y a un surcroît d'activité aux urgences qu'on voit venir depuis une dizaine d'années. Depuis qu'il y a moins de médecins de Parce ville. que alors, il y a moins de médecins de ville et aussi, on a, depuis 2003... À la misère du monde. On a supprimé l'obligation de garde médicale. Puisqu'avant, les médecins de ville avaient l'obligation, à leur tour, c'était géré par l'assurance maladie Oui. et les syndicats des médecins. Ils étaient de garde. Je me rappelle, voilà, ils avaient des gardes qui étaient financés par l'assurance maladie, ils avaient une permanence le soir, la nuit et le week-end. Et ça, il n'y a plus d'obligation. Donc en fait, il y en a quelques-uns, Il y en a faut pas quelques-uns, dire, oui. mais pas suffisamment Bagnac, pour ils le pouvoir, pour pouvoir répondre aux besoins. Donc quand les gens ils ont un problème de santé, eh bien, ils n'ont que ce seul choix-là, c'est d'aller dans les services d'urgence où on est confronté, il y a un doublement du passage. Bergerac, c'est 30 000 passages par an aux urgences. C'est énorme, c'est énorme. Bon. Un habitant. Et vous avez un délai d'attente de 4-5 heures. Et elles sont fermées quand même la nuit, elles ne sont pas accessibles la nuit au public depuis plus d'un an maintenant. Hein. Moi, je trouve ça scandaleux, parce qu'on ne répond pas aux besoins des populations. Vous dites les personnes âgées, je ne me rappelle plus quelle est la proportion, mais il y a peut-être 20% des personnes qui vont aux urgences à Bergerac, je parlais, qui ont plus de 80 ans. Hein. Donc, quelle humanité nous avons? Moi la question que je pose, c'est l'argent ou l'humanité, quoi. Comment on fait, comment on a une vision de la société d'aujourd'hui et de demain? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Notre comité, il sert à ça. Alors, on a aussi des difficultés, parce que vous savez, quand on va rencontrer les responsables, les choses comme ça, il y en a beaucoup qui, ils nous regardent de loin, mais ils nous font un petit coucou, mais ils n'ont pas envie de débattre. Parce que ça pose des problèmes de fond. Parce qu'on a l'impression que ça nous échappe complètement et que il n'y a plus qu'à dire il faut voter bien ou je sais pas quoi. Alors voter, pour moi, c'est pas suffisant, hein, parce que qu'est-ce qu'on vote après et qu'est-ce qu'on en fait, hein.
Si on veut rester local, et donc qu'est-ce qu'on peut faire? La question c'était qu'est-ce qu'on peut faire Oui. au niveau de nos associations. Il y a une part d'éducation, je dirais pas thérapeutique, mais éducation à la santé qui peut être fait auprès quand même de la population. Moi, je voyais quand même beaucoup de monde déjà au cabinet médical. Je dis, mais pourquoi vous venez? Ah ben on vient parce que des fois que ça serait grave. C'était quand même un motif très fréquent de consultation parce que les gens n'ont pas de notion. Nettoyer une plaie, effectivement traiter une diarrhée, dans le temps ça se faisait plutôt à la maison ou avec des conseils c'est pas familiaux. ce qu'on appelle l'éducation au premier secours, Ben oui, voilà. normalement. Désinfecter une plaie, il y a beaucoup de gens, j'ai une plaie, oui, bon. Oui, c'est la bobologie. Mais, bon, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité des gens qui vont aux urgences et qui embolient des urgences, mais ça fait partie de ce qu'on peut faire au niveau politique ou Bien sûr. Mais de l'éducation à la santé, faire Avant, effectivement des premiers recours avant d'aller aux urgences, qui soient peut-être dans les maisons de quartier où il y a quelqu'un qui peut renseigner, Là, je suis d'accord. déjà faire un tri en disant ça non, s'appelait des voilà. dispensaires. Aussi, Voilà. bon, sans que ce Moi, la soit réponse, elle est là. l'institution. Sur la première intention, quand vous avez l'enfant sort de l'école, il a un peu de fièvre, les parents sont inquiets, voilà, on va au dispensaire, on voit un toubib de suite, et puis ça, on n'en a plus, on n'en veut plus. Moi, j'ai entendu un médecin ici, qui était en responsabilité de Bergerac, dire « Ah, mais non, mais ça, c'est pour les gens qui vivent dans la rue, quoi. Hein. C'est pour les pauvres, les dispensaires. Oui, Disons-le. ça a toujours été l'image. Eh bien, moi, je défends ces gens-là, justement. Et je pense que si on remettait, et ça remettrait de la vie, en place des systèmes comme ça, qui puissent faire, qu'il y ait des consultations qui soient faites, y compris pour l'éducation thérapeutique, ça passe par là pour moi. C'est tout ce qui est prévention, pas que les petits problèmes de santé. Il m'embête ce terme de bobologie, parce qu'on fait comme si c'était rien. Les petits problèmes de santé du quotidien, eh bien, ça pourrait être traité là-dedans. Qui peuvent ne pas être traités aux urgences. Ah non, mais on est bien d'accord, mais moi je suis d'accord pour dire que une partie des gens ne devraient pas aller aux urgences. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, ils vont où? Oui. Et avant, ils allaient chez le généraliste. Aussi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de généraliste le soir. Mais faut être. Alors déjà, il y en manque parce que Il y en a la moitié moins que. Et puis on va dire qu'il y a au moins 15 à 20% de la population qui n'a pas de médecin généraliste déclaré aujourd'hui chez nous, là, à Bergerac. Enfin, je dis pas à Bergerac-Ville, c'est sur l'arrondissement. Oui, sur le territoire. Donc c'est pas qu'un problème d'éducation à la santé, c'est qu'on ait une réflexion collective, et c'est pour ça que nous on va à la rencontre des maires, on a des actions de prévues, faire des débats, des choses comme ça, pour que les gens d'abord y comprennent et prennent ces revendications à bras le corps. Et puis il y a aussi ces propositions. J'ai l'impression que nos dirigeants ou nos politiques, y compris des députés, ils partent à l'envers. C'est-à-dire que là, les socialistes ont dit il faut tant de soignants par malade dans le service public. Mais comment ils vont faire? Ils peuvent pas claquer des doigts et dire il y aura dorénavant tant de soignants par malade dans les hôpitaux. Parce que c'est pareil, ils sont tous barrés. C'est un projet. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est des objectifs qu'il faut Ça donner. peut être aussi les dangereux objectifs. parce que dans les hôpitaux, ils peuvent dire bon voilà, on n'a pas 4 IDE, donc on ferme. Moi, je prends un peu de recul par rapport à ces propositions. Pour moi, c'est pas ça. Il faut mettre en adéquation. Si on veut régler le problème, alors on va dire des paramédicaux. Pour les médecins, c'est autre chose, on en a parlé tout à l'heure. Des paramédicaux, il faut en former. Alors, sur la formation, c'est pareil. Moi, j'avais participé, quand j'étais militant syndical, à l'organisation du plan régional de formation des carrières sanitaires et sociales. À 2 plans, j'ai travaillé. On formait, alors, à la région, je me rappelle, ils s'arrachaient les cheveux, parce qu'ils formaient tant d'aides-soignants, et puis en même temps, ils en formaient autant, et puis ils devraient en avoir 3 fois plus qu'il en fallait. Or, ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Parce que c'est du personnel féminin, ils ont des conditions de travail extrêmement dures, et ils sont mal payés. Donc, ils font ça 4-5 ans, et pour les infirmières, aujourd'hui, c'est 10 ans. Donc, il faut qu'on informe un peu plus, qu'on les paye mieux, qu'ils soient mieux rémunérés, et ensuite qu'ils aient des conditions de travail qui soient nettement mieux. Quand je vois aujourd'hui, on en est arrivé, une infirmière, enfin vous le savez, ils les font travailler 12 heures par jour dans les hôpitaux. Eh bien, alors, évidemment, ils disent oui, mais
elles sont contentes parce que souvent c'est du personnel féminin. Sauf que l'épuisement à travailler 12 heures par jour. Alors si effectivement après elles ont 3 ou 4 jours de repos d'affilée pour s'occuper de leur foyer et tout ça, j'entends bien. Mais travailler 12 heures par jour, l'efficience pour moi il y a un souci là. Mais en même temps ça fait faire des économies. Vous avez un roulement. Et ce qu'on sait depuis au moins, moi je le sais depuis 20 ans au moins, vous avez des gens qui comme ils ne sont pas assez bien rémunérés, eh bien ils ont 2 emplois. C'est ça. Ils font aide-soignant ici, aide-soignant là-bas, infirmière là, infirmière là. Donc ils vont travailler 3 jours dans cet hôpital et 2 jours dans l'autre. Vous savez comment on s'en a aperçu? Le jour où il y a un accident du travail, parce qu'ils sont déclarés en plus. Quand il y a un accident du travail, qui est responsable? Et quand l'assurance maladie recoupe les fichiers, oh mais tiens, c'est étonnant ça. Il y a deux. Enfin, c'est vraiment un problème de société. Et il faut qu'il y ait un projet pour la santé et pour la santé publique. Et nous, on a vocation en tant que comité de défense du service public de santé, dans la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, de se bagarrer là-dessus. Parce qu'on peut aussi parler de la maternité. Hein. Le gouvernement, il a dit, enfin, différents rapports ont préparé ça. Les maternités qui font moins de 1000 accouchements, on les ferme. Toujours en trouvant un prétexte, la sécurité de la maman et de l'enfant. Ce qui est complètement faux. Statistiquement, il n'y a pas plus de risque, puisque quand il y a un risque, on les envoie dans les maternités, c'est par niveau, soit à niveau 1, je pense, pour justement qu'il n'y ait pas de risque pour la maman et pour le bébé à naître. Mais on prend ceci en exemple pour les fermer. On a un bon exemple sur notre département, Sarlat. Ça y est, il n'y a plus d'accouchement à Sarlat. Et comme ça, on fait des économies. Sauf que, alors c'est pas forcément comment dirais-je, un problème de santé, mais psychologiquement, quand on vous dit, ben voilà, vous allez aller accoucher à Brive, ou à Bergerac, ou à Périgueux, comme ça, donc je veux dire, c'est complètement différent. Et ça peut modifier aussi la sociologie de l'environnement. Les jeunes, ils vont pas se dire, attends, ben, un jeune enseignant, par exemple, s'il y a un poste à Sarlat, ben, je vais pas y aller, ils ont fermé la maternité, attends, nous on est jeunes, on va avoir des enfants, et bien on va aller à Brive, ou je sais pas où, à Tulle, Il faut qu'on repense tout ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, alors ils font des économies, mais pour moi ce ne sont pas des économies, puisque c'est redistribué ailleurs. Je le disais tout à l'heure, il y a 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales. Donc si déjà on a récupéré la moitié, on va en faire du travail. On ne réglera pas tout, j'entends bien, mais on pourra d'une manière progressive revenir à une politique conforme au moins aux attentes de la création de la Sécu il y a 80 ans. Donc ça, c'est ta conclusion. S'il fallait qu'on arrive à la fin, mais ça peut parce que c'est vrai que je m'en doutais un peu, on fait des constats un peu déprimants, mais comment s'en sortir? Alors, d'un point de vue national, bon, je le dis tout à l'heure, c'est pas nous qui allons dire, on a des députés, mais bon, il y a quand même le budget qui sera voté et qui fera... pour attirer des gens, on a un député à Bergerac qui s'en occupe un peu. Oui, certainement. Vu qu'il vote sans savoir ce qu'il vote, effectivement, ça va être compliqué. Donc, c'est sûr qu'à notre niveau local, il faut une ville attractive qui fasse envie de faire rester les gens. Vous voyez que là, vous avez vu ces internes qui sont restés à Bergerac parce que du fait du confinement, ils ont dit finalement, c'est pas une ville si désagréable. On s'entend bien, c'est petit, c'est confortable. C'est sûr que nous, dans mon époque, on restait 3 ans, 4 ans dans la même ville, on connaissait du monde, on se mariait. Moi, sur ma promo de 12, il y en a 8 qui sont restés dans le Bergeracois. Comme je disais, déménager tous les 6 mois, vous ne créez pas de lien, vous ne créez rien. Si vous restez 6 mois à Bergerac l'hiver où il n'y a rien, vous n'avez pas envie d'y revenir, enfin, c'est compliqué. Donc il faut quand même une ville attractive. Il faut des moyens de transport adéquats qu'on a fait rêver avec Bergerac-Bordeaux en 1 heure en train. C'est évident mais qu'il n'y a plus de train à partir de 10h du soir. Que s'il y a un train qui fait Bordeaux-Bergerac, il y a des spécialistes de Bordeaux, parce que tous les spécialistes à Bordeaux, du coup, ils sont nombreux, ne vivent pas forcément, qui seraient prêts à venir travailler une journée par semaine à Bergerac pour peu qu'ils aient un cabinet médical aux alentours de la gare, qui viendraient faire des consultations. C'est pas des généralistes. À l'hôpital public. À l'hôpital public.
qui marche pas si mal que ça, loin de là, parce qu'il y a Bien quand sûr, même mais les beaucoup consultations de doivent être faites. consultations de généralistes, de chirurgiens vasculaires, de Bien sûr. neurologues, même si on en a plus en libéral malheureusement. Mais De cardiologues. l'hôpital a fait un très très gros travail, hein, avec Oui. Madame Fac comme présidente de la CME, et l'hôpital monte en puissance dans les consultations pour compenser quand même le départ des libéraux. Oui. Mais on peut faire la même chose aussi dans le libéral privé qui désengorge aussi l'hôpital, et avec des généralistes, parce que venir travailler à Bergerac, dans une ville où quand même on a un rythme de vie qui est confortable. Moi, quand on cherchait un associé, quand mon associé est parti, on a eu 3 Parisiens qui nous ont appelés pour venir. Et des Parisiens qui avaient 50 ans, qui n'avaient plus d'enfants. Je comprends qu'on est à Paris, qu'on a des enfants qui vont à la fac, il vaut mieux rester à Paris, il n'y a pas de loyer à payer, vous Oui. y gagnez. Oui. Hein. Là, ils avaient 50 ans, plus d'enfants à charge. Elle dit, ouais, mais votre chiffre d'affaires n'est pas assez important. Mais je dis, ton chiffre d'affaires n'a rien à voir avec ce que vous pouvez Ils savent pas ce qu'ils payer dépensent à Paris. ici, Le loyer, moi, c'est rien. J'habite à 3 km de mon cabinet. Je mets 5 minutes pour venir. Enfin, notre rythme de vie n'est absolument pas celui que vous avez à Paris. C'était à l'époque où on faisait voir qu'ils mettaient des barreaux aux fenêtres, des caméras de surveillance Oui. dans les cabinets de médecine générale. Vous vous rendez pas compte du confort de vie qu'on a ici. On laisse la porte ouverte et on attend que les gens rentrent. Donc, il faut valoriser notre confort de vie. Bon, tout le monde en parle, hein, qu'il faut le faire, il faut. Oui, c'est c'est une ville peut-être pas en attractive, mais faisant bon. un centre événementiel Oui, qu'on oui. va arranger les choses. Oui. Moi, ça ne me dérange pas, mais il faut Oui, aussi mais- développer Bah, le c'est service du public. fric quand même. Voilà, et Oui, donc j'entends, il faut des transports, il faut des... Il faut développer le service public à tous les niveaux, les écoles, la poste, Voilà. c'est un tout. Il faut des écoles, des Mais- collèges, des facultés, des formations post-bac locales. Et puis il faut un service public, un hôpital. Par exemple, on n'a pas un service de cardio. Si vous avez, si vous faites un AVC, là, je fais un AVC, là maintenant, C'est pas, déjà il y a c'est Périgueux. pas la cardiologie. On a des cardiologues à l'hôpital. Oui, mais il n'y a pas de service de cardio. Après, Ah non, au bout faut de aller 2 à jours, on Périgueux. vous envoie à Périgueux. Là, je fais un AVC, là maintenant, faut que j'aille à Périgueux. Mais le temps que j'y aille, vous m'arrêtez, vous me foutez dans un trou, là. Allez, bras, quoi. Non, mais on, Non, mais il est peut là, le vous problème de enterrer fond. ici, Oui, carrément. face à la rivière. Mais si on a un débat philosophique à mener, il est là. Et moi, je me rappelle, dans mes mandats, avoir interpellé un Toulip, qui était responsable de l'ORSA, c'était, je ne sais plus comment, qui était très sympathique, très respectueux, tout ça. Mais alors, il essayait de me convaincre que je disais des bêtises, des sottiseries. Dans les réunions, j'avais des mandats, je siégeais avec la RS. Alors, c'était un peu le bazar, hein, avec moi. Et je lui dis, mais écoutez, docteur, là, vous habitez où? Alors, il me dit à Mérignac, ou je sais pas où. Je lui dis, voilà, demain, vous faites un AVC. Vous préférez le faire chez moi, à Bergerac, ou ici, à Mérignac? Elle me dit à Mérignac. Bon, je lui dis, mais j'ai raison. L'accès aux soins est différent suivant où vous habitez. Et moi, je ne supporte pas que, par exemple, quand j'ai vu ces basculements progressifs, quand ils ont commencé à réguler toutes ces problématiques, le nombre de médecins, C'est votre les urgences, dernier souvenir, hein? Ah là, le dernier, je pense pas, mais bon. Non, Ils mais nous ont aujourd'hui, dit, là. il y a un hélicoptère sur le département. Il y avait l'hélico, vous inquiétez pas. Donc c'est une société privée qui règle ça. Ils passent des contrats avec la RS. Mais sauf que si vous avez un AVC à Villefranche-du-Périgord et puis un autre à Nontron, hein, bon, on regarde l'âge. On fait comment? Non, mais, Donc je reviens plus sur mes souvenirs. sur une note optimiste. Oh ben la note optimiste, c'est de ne pas baisser les bras et de continuer à se bagarrer avec notre association. Et puis voilà, on va régulièrement sur le marché, par exemple, le samedi D'accord. matin. On a des projets, on va aller sur la laine, on va aller... alors, on va finir par un truc très pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à votre association? Il faut payer la cotisation. Elle est de 10 €. C'est 10 € par an, voilà, on a fait en sorte C'est que ce pas soit trop accessible. cher. Oui, et puis on a peu de frais de fonctionnement, on n'a pas de local, on n'a rien. Mais c'est juste pour que les gens s'emparent de cette Voilà. problématique. Voilà, c'est Donc, pas- s'ils ils cherchent comité de défense du service public de santé et du médico-social du Bergeracois. Et s'ils tapent ça, ils vont trouver Ah oui, bien sûr. Oui. voilà. On peut donner l'adresse même. si vous 1200 avez- chemin de Touterive
2400 Bergerac. Très bien. 10 €. Eh ben, merci beaucoup. Merci de nous Merci. avoir invités. D'être venu. Voilà. Et moi, je vais vous faire un chèque tout de suite.